parti. Alors, bonjour Delphine. Bonjour Del, Laura. Oui, voilà, je suis vraiment ravie, comme je te disais juste avant, de te recevoir pour cette petite interview. Donc, tu es une artiste et créatrice de jeux Oracle que tu m'as très gentiment envoyé pour que je puisse découvrir un petit peu cet univers qui est vraiment féerique et cacahuètesque. cacahuètesque, exactement. Et aujourd'hui, ce que je voulais, c'était justement faire une petite interview de toi en tant qu'artiste et en tant qu'auteur, parce que tu as aussi écrit des livres. Oui, aussi. Et je voulais que tu nous partages un petit peu ton chemin de vie pour que les personnes qui vont voir cette interview puissent peut-être s'identifier à toi, pourquoi pas, parce que je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de personnes qui ont des talents d'artistes et qui ont envie de faire plein de choses, mais qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ont peur. Et j'ai envie de leur montrer que c'est possible de se lancer et que parfois, un petit peu comme je pense que tu vas nous raconter, ben, la vie fait que il faut qu'on se raccroche à certaines choses et on se raccroche à ce qu'on a au plus profond de soi, et c'est-à-dire son âme d'artiste. Voilà, c'est Donc, ça. je vais te laisser la parole si tu veux bien nous parler un petit peu de toi et du chemin qui t'a mené jusqu'à la création de cet oracle. D'accord. Bah, déjà, je te remercie beaucoup. C'est toujours un honneur voilà, d'avoir des gens comme ça qui ont cette curiosité, puis de me choisir. Voilà, c'est vrai que ça fait tout bizarre. C'est pas si vieux que ça, hein, et c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de parler de mes projets, enfin pas de mes projets, de parler de plein de choses. J'ai fait de l'animation, etc. Donc j'ai l'habitude de parler devant des gens et tout. Mais quand il s'agit de parler de moi, c'est toujours un peu plus compliqué, tu sais. Voilà, il y a toujours un petit moment de parler de soi, c'est pas si simple en fait. Et je sais que c'est ce qui va faire aussi que ça peut bloquer aussi certaines personnes justement dans cette démarche, parce qu'ils vont faire des choses très artistiques et puis après, pour se mettre en avant, bah, c'est encore une autre étape. Donc voilà. Alors mon parcours, il y a plein de choses à dire, alors je ne sais pas trop par où commencer. Par exemple, dis-nous déjà où tu vis actuellement. Oui. Et dis-nous d'où tu viens, si tu es resté dans ta ville natale ou si tu as déménagé et peut-être les raisons, je ne sais pas, comme tu le sens. Ok, ça marche. Donc, alors aujourd'hui, je suis en Bretagne. Voilà, c'est une région que j'ai choisie. Je n'ai pas toujours choisi où j'allais vivre, mais voilà, je me sens bien ici. C'est vrai que je trouve qu'en Bretagne, il y a une ouverture, hein, vraiment, il y a une ouverture d'esprit, etc. Et je me sens bien. Voilà, c'est mes racines aussi, hein, quelque part. Alors moi, je suis née en Normandie, à la campagne. Voilà. Donc avec mes parents vivaient en ville, mais c'est les petites villes, hein. Tu vois, c'est pas des grosses villes. J'étais dans l'Orne, et donc là-bas c'est très agricole, hein, quand même, hein. Donc voilà, c'est vrai que j'avais toujours les tontons, tatas, les grands-parents, etc., qui étaient vraiment à la campagne. Et donc j'ai passé vraiment une bonne partie de mon enfance, de ma jeunesse à la campagne, quoi. Donc voilà. Moi je trouve que c'est une chance. Il y a des enfants, je me rappelle une fois, ça m'avait choqué, des enfants qui partaient à l'âge de, je sais pas, tu sais, les classes vertes qu'ils font quand ils sont petits, et voilà, et qui savaient, enfin, qui savaient pas que le lait était fait par les vaches, par exemple. Tu vois, moi, je me suis jamais posé la question de ça, mais enfin, c'est une réalité, quoi. Quand tu as une brique de lait tous les jours, voilà, tu te poses pas trop la question, et voilà. Bon, ça m'avait surprise, mais ça existe. Donc, j'estime que j'ai de la chance. Et puis, quand j'ai eu 7-8 ans, mes parents sont partis pour raison de boulot, hein, sur Paris. Et là, ouais, c'était le choc. Je me suis retrouvée dans le 9-3. Passé de la Cambrousse. Et c'était assez drôle parce que je me rappelle, tu avais plein d'élèves qui venaient parce que j'étais la curiosité, tu vois, la fille, elle arrive du Normandie, et ils étaient persuadés que je venais d'un autre pays, en fait. Pour eux, la Ah Normandie, ouais. c'était un autre pays. C'était assez drôle, mais on était pitchounous, hein, 7-8 ans. Donc j'avais un côté un petit peu exotique, tu sais. Donc c'était vraiment très drôle. Mais c'est vrai que ça m'a fait drôle, quoi. Après, heureusement que j'avais quand même le contact. Mes parents allaient régulièrement en Normandie. J'allais dans la famille et tout. Mais ouais, le choc, il a été assez dur, hein, à cet âge-là. Donc voilà, j'ai fait comme d'habitude, je me suis adaptée.
Et puis bah, j'ai passé quand même plus de 20 ans sur Paris. Ah oui. Je suis restée sur Paris. J'ai bougé hein, quand même. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Je crois que je dois être à plus de 35 déménagements quand même. Ah ouais, quand même. Je resitue, j'ai 41 ans. Donc, ça fait beaucoup de déménagements. Je ne vais même pas avoir de raison à ça. En fait, ça a toujours été comme ça. Dans ma vie, ça a toujours été des rebondissements. Mes parents déménageaient déjà beaucoup. Ils déménageaient à peu près tous les 18 mois. Ils avaient la bougeotte et tout. Donc, ça a commencé petite. Et puis après, bah, moi, je pense que j'avais ce rythme-là et je bougeais tout le temps. Voilà. Au gré des circonstances. Donc voilà, et puis quand j'ai eu ma fille, j'ai pas voulu la laisser en région parisienne. Donc je suis revenue d'abord sur Chartres, après en Normandie, pas très loin de nos gens de Rotrou, Le Mans, tout ça. Voilà, mes côtés normands, hein, toujours dans l'Orne, jusqu'à ce qu'on puisse enfin venir en Bretagne il y a combien de temps? Je ne sais même plus. Je crois que c'était 2018. Ouais. 2017 peut-être, 2017, ouais, je sais plus, 2017, ouais, c'est ça. Du coup, ça fait presque 3 ans que tu profites de la pluie et... C'est faux, c'est faux. Il y a un magnifique soleil, là, regarde, tu vois, regarde, je suis presque éblouie, je rigole. Non, non, oui, on va pas se cacher, il y a de la pluie, mais on est déjà, moi je suis dans le Morbihan, je suis Bretagne Sud, et franchement, on a quand même, enfin moi ça me convient, je supporte pas la chaleur si tu veux, par contre j'aime bien quand même des belles journées et on a quand même ce qu'il faut. Mais c'est vrai que c'est long entre notamment janvier et mars, souvent c'est flotte, quoi, là c'est la soupe. Hein. Pas grave, la pluie, ça fait grandir les plantes, Exactement, il y a besoin. Il y a besoin, puis à la fois, nous, c'est quand même régulier quand on voit, toi, tu es du Sud, vous, quand ça vous touche, c'est autre chose, quoi. En général, c'est quand même assez catastrophique. Donc finalement, il vaut mieux qu'il pleuve un peu tout le temps que d'avoir des grosses intempéries, parce qu'au moins, c'est vrai que nous, les inondations, il n'y en a pas tellement, quoi. Il y en a, bien sûr, mais quand il y a des tempêtes, mais bon, c'est pas non plus le lot, quoi. On n'a pas le droit à ça tous les ans. Donc voilà. Mais du coup, est-ce que tous ces déménagements, est-ce que tous ces déplacements, ça te sert aujourd'hui dans ta vie d'artiste ou pas du tout? Parce qu'en fait, moi, quand je pense à tes cartes, notamment celle-ci, les violettes, là, les guidances, tes petits bonhommes cacahuètes, ils sont dans l'espace. Donc, en fait, on ne voit pas trop les influences de tous tes déménagements et de tout ce que tu as pu voir. Non, pourquoi? Parce que j'ai ma bulle et donc n'importe où je suis chez moi en fait. Vu que j'ai les racines, hein, mais j'ai quand même mes racines en Normandie. Je suis ici parce qu'à la base j'ai un nom breton quand même, donc voilà. Donc je pense que c'est pas pour rien que j'ai été attirée par la Bretagne. Les Bretons sont partout, tu vois. Partout dans le monde, t'as une crêperie, il faut le savoir. Donc voilà. Mais non, parce que ouais, j'ai cet univers, ce qui a été développé beaucoup. Je pense que les seules racines que j'ai pu me créer, elles ont été à l'intérieur de moi. Et d'où bah, voilà, ce monde vraiment rien qu'à moi, quoi. Parce que là, je mélange un peu tout entre les anges, les extraterrestres, les élémentaux. Il y a vraiment tout, quoi, qui est ensemble. Et c'est tout ce que j'ai développé à l'intérieur. Hein. C'est vrai parce que, enfin, généralement, quand on parle de personnes qui sont attachées à la Bretagne, comme visiblement tu l'es, bah, ils essaient de représenter ça et tu as toujours cette idée de verdure, tu sais, ça nous fait toujours penser à Brocéliande. Les gens, ils essaient toujours de retransmettre, de retranscrire un peu ça parce que ça fait partie de leur culture, entre guillemets, de leur folklore. Et en fait, toi, pas du tout. Et tu nous transmets vraiment cet attachement à la Bretagne, mais dans tes jeux, en tout cas dans ceux-là, il n'y a pas du tout de ressenti de cette culture-là. Enfin, c'est vraiment, il y a un filtre entre les deux, quoi. Oui, oui. Bah, après, je fais des choses aussi dans mes créations, parce qu'il n'y a pas que les cartes. Tu sais, j'aime bien tout ce qui est magique. Donc, tu sais, je fais des petites lanternes avec des petits lutins, des fées dedans, etc. Donc, j'ai quand même, tu vois, cet univers-là qui est là. Mais les accouphanges aussi, il faut savoir ça a été quand même canalisé.
Donc voilà, donc là, l'influence, moi, j'ai quasiment pas eu d'influence là-dessus, si tu veux, hein. Donc, c'est vraiment des messages qui m'ont été transmis et qui me sont tombés dessus. Donc voilà, et c'est par la suite, quand j'ai pu utiliser cette énergie-là, tu vois, que j'ai créé le tableau des gardiens. Tiens, je te le montre. Là, tu vois, où là, là on retrouve voilà. Là, on est plus dans tu vois, dans cet esprit-là où tous les univers se rejoignent finalement. Voilà. Donc, mais c'est vrai que les accoufanges, en tout cas le premier, j'en parle. Moi, au départ, je savais pas quoi en faire de ça, quoi, tu vois. Ce truc, je dis, mais pourquoi je me mets à dessiner des petits bonhommes avec des cacahuètes, comme des corps cacahuètes et tout. Franchement, c'était pas du tout épanouissant, en fait. Enfin, pas gratifiant, c'est le mot. Parce que on a toujours quand même cette tendance à avoir un peu le regard de l'autre, hein. Faut pas se leurrer, c'est ce qui nous bloque. C'est ce qui bloque notre créativité. Et quand tu fais des choses comme ça, tu dis, oh là là, c'est pas terrible, un gamin il pourrait faire ça, tu vois, enfin quelque part, tu vois, tu te dis mince, voilà, faut être clair. Donc moi j'étais en recherche d'autre chose parce que j'ai toujours voulu prouver en fait des choses, tu vois. Je te parle de ça il y a quelques années, maintenant aujourd'hui je prouve plus rien du tout. Mais j'ai été dans cette démarche-là de vouloir prouver que je savais mieux faire, que j'étais capable d'autre chose, tout ça, tu vois. Et donc, forcément, quand les accoufanges sont arrivés en 2015, ouais, j'ai fait parce que je sentais un appel à l'intérieur. Mais en tant qu'artiste, pour moi, c'était pas du tout, voilà, c'était pas ça, quoi. C'était vraiment la guidance, pas l'artistique. Ouais. Mais alors justement, pour en arriver à ta vie d'artiste, est-ce que tu as toujours été une artiste ou est-ce que tu as eu un métier plus traditionnel, on va dire? Alors, j'ai toujours aimé dessiner. Mon père était dessinateur, mais lui, il a fait du dessin industriel, mais à la base, il aimait dessiner. Mais bon, après, tu sais, quand il faut se professionnaliser, c'était rapide, c'était CAP, dessin industriel, tu vois, qui n'a rien à voir, tu vois. Sur les gamins, ils veulent faire de la BD, on les envoie en industriel. Tu vois, par exemple. Bon, c'était comme ça, hein. Voilà, je te parle de ça il y a plus de 60 ans. Enfin, non, pas plus de 60 ans, parce qu'il n'a pas commencé quand il était bébé, quoi. Mais voilà, donc ça se passait comme ça. Et donc, quand même, le dessin, il était là, d'accord. Et moi, c'était beaucoup de dessins que je faisais, beaucoup de dessins animaliers, parce que je voulais être biologiste à la base. Donc, en fait, je reproduisais de l'anatomie, en fait, d'animaux, des choses comme ça. Bon, après, il y avait du créatif aussi, comme tous les enfants, mais il y avait quand même une recherche, en fait, dans le dessin. Après, j'ai eu une cassure, en fait. Enfin, ça a toujours été plus ou moins là, tu sais, par période, parce que c'était un peu un exutoire, le dessin, tu vois. C'était pas pour créer forcément quelque chose, c'était pour libérer des émotions, un trop plein d'émotions, un mal-être, etc. Donc, c'était plus un mode d'expression, de libération presque, que vraiment une démarche artistique. Je l'ai jamais pris comme ça. Ça s'est développé beaucoup plus tard, ça. Alors, j'ai fait des tableaux aussi, mais c'est pareil, je n'avais pas une démarche comme j'ai aujourd'hui, quoi, rien à voir, hein. Et donc, moi, si tu veux, j'ai commencé mes études de bio à l'université à Jussieu. J'ai dû arrêter parce que j'ai eu des problèmes familiaux, etc. Enfin, bon, bref. Donc voilà, il faut savoir que depuis toute petite, c'est ce que je voulais faire. C'était mon rêve absolu, quoi, tu vois. Voilà, donc ça a été très, très, très difficile pour moi à vivre parce que ça m'a juste retiré tous mes repères, quoi. Tu sais, quand tu t'attaches à quelque chose pendant des années et des années, que tu dois déjà faire ça, et puis qu'un jour on te dit, bah non, c'est juste pas possible, en fait. Après, c'est ce que je me suis aussi imposé, hein. C'est vrai que j'ai pas été combative, je crois que j'étais tellement fatiguée, tellement saturée de plein de choses que j'ai baissé. Voilà. Ouais, et ça, c'est un rêve que j'ai dû abandonner. C'est aussi une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, je n'abandonne plus, hein. Tu vois, voilà, c'est ça. Même si c'est difficile. J'ai plus envie de revivre ça. Ça a été tellement douloureux pour moi. Voilà, s'en est suivi des épisodes de dépression, machin, tout ça. Et après, il a bien fallu que je me reconstruise, si tu veux. Donc, les études universitaires, c'était vite vu. J'ai repris des études d'anglais littéraire, anglais-espagnol littéraire pendant 2 ans.
Je venais de scientifique à la base, mais bon, c'est pas grave. Ça me plaisait aussi les langues, donc voilà, on s'adapte. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait très peu d'heures de cours, en fait. C'était 15 heures par semaine, donc je pouvais bosser à côté. Je faisais de la caisse à l'époque, tu vois. J'ai fait de la caisse pendant 4 ans et demi. Donc caissière, hein, pour hôtesse de caisse, comme on dit. Hôtesse de caisse, c'est trop mignon, quoi. Voilà, donc j'ai fait ça. Après... Et puis après, j'ai enchaîné les petits boulots, quoi. J'ai fait plein de choses. Je peux te faire une liste non exhaustive de tout ce que j'ai fait, mais j'ai fait donc de la caisse, mais après, j'ai touché un peu à tout à l'intérieur. Je suis passée en agence de voyage. J'ai fait documentaliste. J'ai fait, responsable multimédia et ingénierie du son. J'ai fait tellement de trucs, en fait, il faut que je retrace mon CV. Et puis, en 2005, ouais, 2005, c'est ça, je suis rentrée dans une grande société française. Allez, je suis rentrée à la SNCF. Ne me jetez pas de pierre, c'est bon, je suis derrière mon écran, tu vois. Et puis, j'ai fait, je pense aussi, c'était beaucoup pour rassurer mes proches, parce que tu sais, quand tu as des petits boulots, etc., c'est un peu précaire aussi. Ah oui, j'ai beaucoup travaillé dans l'animation aussi, je travaille avec les enfants. Aussi, pas mal, tu vois. Voilà. Donc voilà, et je suis rentrée à la SNCF et j'ai fait de la vente, donc guichet à Paris, hein, voilà. Après, j'ai passé mon examen interne, je suis devenue manager. Et puis je suis allée jusqu'au siège, comme ça. Oui. Voilà, jusqu'au siège. Et puis là, j'ai eu l'idée d'avoir un enfant. Et là, ça a été le drame. Enfin, on ne se rend pas compte, mais c'est encore une problématique, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma gestion de carrière, en fait, avec ma gestionnaire de carrière, c'était pas prévu que j'ai un enfant, si tu veux. Ah. Mais de toute façon, quand on est une femme, c'est toujours très compliqué parce que on attend de nous de travailler comme si on n'avait pas d'enfants et à côté de ça, à la maison, on attend de nous occuper de nos enfants comme si on n'avait pas de travail. Donc, on est toujours dans une certaine ambivalence. Et au travail, il faudrait qu'on mette dans certains jobs, surtout lorsqu'on arrive à des niveaux un petit peu haut et qu'on a des gérances à avoir, on attend toujours de nous qu'on mette notre vie familiale de côté et qu'on soit carriériste. Et à un moment donné, c'est vrai que il y en a, ça arrive jeune, il y en a, ça arrive plus tard. C'est vrai qu'on a envie de se consacrer à notre vie de femme, de famille. Et c'est pas toujours conciliable avec le travail parce qu'au travail, ils ne veulent pas que nous ayons c'est ça. Et puis là, la difficulté en plus, c'était une réelle difficulté, c'est-à-dire que moi, je travaillais en 3-8 quand même, donc week-end, jours fériés, etc. Et que mon conjoint aussi. Ah oui. Voilà, donc pour faire garder un nouveau-né avec des horaires décalés, pas toujours les mêmes, de nuit, etc., déjà, tu as quasiment un salaire qui passe dedans, faut pas rêver, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc tu te dis, je vais bosser, mais je vois pas ma gamine, et puis en plus, quelque part, je paye quelqu'un d'autre pour élever ma fille, tu vois. Enfin, tu as tous ces trucs-là qui viennent en tête aussi. Et voilà, et je me suis sentie rejetée au travail et je me suis ressentie pas à l'aise en tant que maman, quoi. Tu vois, c'est ça a créé ça, en fait. Je me suis dit, en fait, je suis ni une bonne employée, ni une bonne maman, en fait. Là, j'étais entre les deux en permanence. Et puis, est arrivé ce qui devait arriver, c'est qu'en plus, j'avais 4 heures de transport par jour. Je faisais 2 heures de train le matin, 2 heures le soir. Et quand il n'y avait pas de pépins, donc je me levais à 4 heures du matin, je rentrais entre 19 et 20 heures. Donc tu vois, tu récupères ta pitchoune, le bain, le biberon, au dodo, et puis toi, tu fais pareil, quoi. Puis tu te relèves et puis c'est reparti, quoi. Donc voilà, donc c'était très très difficile à gérer. Donc j'ai fait une grosse dépression, quoi. Et j'ai eu du mal, hein, ça a duré des années, quoi. Enfin, des années, là, on est en 2010, hein, à la naissance de ma fille. Donc, la dépression, elle a commencé fin d'année, quoi. Fin d'année 2010, début 2011.
Et pourtant, tu vois, j'ai repris, hein, j'ai eu un gros événement au travail, etc. Je me suis retrouvée en mi-temps thérapeutique. Au bout d'un mois, je repassais à plein temps. Enfin, tu vois, je me suis battue, je me suis pas laissée du tout. J'ai donné vraiment tout ce que je pouvais, quoi. Et puis après, enfin, voilà, ça s'est très très mal passé parce qu'après on te met une étiquette, parce qu'après on dit que tu veux pas travailler alors que tu fais des efforts juste monstrueux pour pouvoir aller bosser, etc., des sacrifices et tout. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a pétage de câble, hein. Donc voilà. Et mon médecin m'a mis en arrêt. J'étais en arrêt pendant presque 6 mois et au bout d'un moment, elle m'a dit bon bah là, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Et je me suis mis en congé en fait. Je me suis mis en congé pendant 2 ans et donc 0 salaire. Donc moi j'avais un très bon salaire, on venait d'acheter notre maison, t'imagines, on s'est retrouvé dans une précarité de dingue, voilà. Donc tout ça je connais quoi, voilà, on s'est complètement isolé de la famille, de tout, parce qu'en fait il y a un sentiment de honte aussi, hein, quand tu es à un bon niveau, que tu es parti pour bien réussir entre guillemets dans ta vie. Et puis que d'un coup, tu te retrouves sans plus rien, que tu as plein de problèmes, etc., que tu n'es pas bien, que tu n'arrives pas à gérer. Parce que quand tu es bien, tu arrives à gérer tes problèmes. Mais quand tu es en dépression, tu as du mal à te lever le matin, bah déjà, c'est moins facile, tu vois. Donc, voilà. Donc, ça a été une période très, très, très difficile. Et à la fois, ça a été aussi ce qui a fait basculer ma vie. Donc, un événement qui aurait pu vraiment être tragique, hein, vraiment, vraiment, s'est transformé en une source de motivation, de bonheur, de retrouvailles avec moi-même, voilà quoi. Donc voilà. C'est merveilleux parce que déjà tu as réussi entre guillemets à prendre conscience qu'il y avait un problème rapidement. Ouais. Parce que la dépression, je sais ce que c'est, hein, ça fait des années que j'en fais. J'ai des phases où ça va pas du tout et puis des phases où ça va mieux. Et je dis bien ça va mieux et non pas ça va bien. Et c'est vrai que des fois, on n'en prend pas conscience de suite. Alors moi, maintenant, j'ai l'habitude, donc je me rends compte quand je commence à sombrer un peu. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui s'accrochent pendant des années et qui essaient de tenir et qui finissent très, très, très mal. Et là, dans ton malheur, quand même, tu as eu la chance de t'en rendre compte rapidement et de limiter un petit peu la casse parce que finalement, les premières années, alors les premiers mois de ta fille, ça a été compliqué, mais finalement, ces premières années, si tu t'es retrouvée en congé, je suppose que tu as profité de ta fille quand même. Ah ouais, complètement. J'ai fait plein de choses, je me suis investie dans mon village, j'ai fait plein de choses, j'ai fait de la relaxation à l'école parce que j'ai une formation aussi de sophro-relaxologue. J'ai essayé vraiment de faire ça. Et en plus, bon, petit côté pratique, mais pas les moindres, c'est que comme je participais à beaucoup de choses, ce qui fait que ma fille souvent avait accès aux activités gratuitement. Tu vois, donc moi, il y avait aussi, j'ai pas fait les choses par intérêt, attention, mais par contre, j'avais cette satisfaction de me dire au moins ma fille, elle peut faire les activités que j'aurais peut-être pas pu lui offrir à cette période-là, tu vois. Ça a un peu sauvé finalement tout ce côté-là, parce que c'est difficile. Enfin, quand on est adulte et qu'on vit des situations difficiles, on est grand, on sait ce qu'on fait, mais les enfants, ils ont rien demandé, quoi. Donc, et ça, c'est toujours difficile à vivre en tant que parent, quoi, de se dire, oh, je peux pas faire certaines choses, quoi, tu vois, voilà, pour elle. Donc, donc c'était assez tendu. Finalement, ça a été une période difficile, mais salutaire et sûrement, finalement, et très difficile et très, très belle parce que ça a ouvert la porte à plein de choses et ça t'a réconcilié avec ton âme de créatrice parce que finalement, tu as passé un long moment à chercher un travail tout en te cherchant jusqu'à ce que tu trouves ce poste à la SNCF. Et après, ça a été surtout, je pense que, enfin, j'imagine que ça a été, tu as grimpé les échelons parce que tu étais dans le mouvement, quoi. Il fallait avancer et tu voulais avancer dans ce poste, tu voulais plus chercher à l'extérieur. Donc, en fait, même dans cette société, tu as continué à chercher ta place. Oui, tout à fait. Finalement. C'est ça, mais de toute façon, je serais allée droit dans le mur à un moment.
Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment, quand on n'est pas à sa place, de toute façon, enfin ça, c'est ce qu'on apprend après, hein, bien sûr, sur le moment, on n'a pas conscience de ça, surtout qu'à cette époque-là, j'avais pas du tout d'ouverture. Alors, je sais pas que j'étais sensible à certaines choses, j'ai toujours aimé la magie, j'ai toujours aimé ça, mais il y avait vraiment si tu veux, une espèce de scission, vraiment, tu sais, une barrière vraiment mise entre les deux, quoi. Il y avait ce monde intérieur qui pouvait, voilà, de l'imaginaire, etc. Et puis après, il y avait le moi intégré et adapté à une société. Et moi, j'avais vraiment cette barrière à l'intérieur, mais qui fait que j'étais tout le temps en déséquilibre finalement, hein, parce que je n'avais pas cette possibilité d'être moi-même. Et ça, au bout d'un moment, ben, ça peut pas durer, quoi. Ça peut pas durer. Et en plus, je refusais cette partie de moi parce que je me suis dit, concrètement, si ça ressort, on va me prendre pour une cinglée, ça va être encore pire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais concrètement, il y a ça. Et il y avait une vraie partie de moi aussi, comme je le disais, c'était que je suis cartésienne, quoi. J'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin de les analyser. Je peux pas me faire avaler des trucs comme ça, voilà. Même quand je me suis ouverte à la spiritualité, je peux dire, ça fumait là-haut, hein, parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi ça fonctionnait comme ça, pourquoi. Et j'étais tout le temps en train de mettre mes guides à l'épreuve, quoi. Tu vois, mais c'est vrai, hein, je les mettais au défi. Tiens, aujourd'hui, je voudrais voir ça, ou je voudrais voir ça. Ou... Ah ouais, tout le temps, je les testais en permanence. Mais le pire, c'est qu'ils ont répondu, quoi. Et ça, il me fallait ça. Tu vois, c'est drôle. Alors, pour en arriver à mettre tes guides à l'épreuve, comment as-tu pris conscience que tu avais des guides? Est-ce que c'est par le biais de lecture, de discussion, ou est-ce que c'est parce que tu les as sentis tout simplement et tu... Non, en fait, quand je me suis retrouvée vraiment très très mal, donc c'était en fin 2011, ouais, c'est ça, fin 2011, donc tu vois, un an, enfin un peu plus d'un an et demi après la naissance de ma fille, et que là j'étais en train justement d'essayer de me reconstruire. En fait, j'ai quitté enfin j'ai eu ma période de 2 ans, là c'était en 2012, pour te dire. Donc c'était avant ça. Et j'ai fait comme beaucoup de personnes quand tu es perdue, truc qu'il faut peut-être pas toujours faire non plus à ce moment-là, mais enfin bon, là le fait est, c'est que j'ai bien fait, c'est que j'ai appelé une plateforme de voyance. Et voilà, et je suis tombée sur une médium qui faisait de la guidance. Moi, je ne savais pas ce que c'était que la guidance, hein. Je connaissais la voyance, mais le guide, moi, ça ne me parlait pas du tout. Et puis en fait, cette personne, qui est devenue après une amie, elle m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre. Elle n'a pas fait de complaisance, hein, c'est pas ça, mais en gros, elle m'a dit que j'avais des capacités, que voilà, que maintenant c'était terminé, qu'il fallait que je les exploite, que c'était pour ça que voilà, que j'allais pas bien. Et c'était drôle parce que les guides donc passaient par elle et lui disaient de toute façon les guides ils vont te faire dérailler. Et en fait, je travaillais à la SNCF, si tu veux, donc, mais elle ne le savait pas. Mais je dis, je travaille à la SNCF, donc voilà, c'était assez rigolo le fait qu'ils choisissent le terme dérailler, tu vois. Donc voilà, et ce dont elle m'a parlé, ça a vraiment résonné, quoi. Ça a vraiment, vraiment résonné. Et alors, j'aurais pu, hein, tu sais, être en résistance, dire ouais, c'est ça, etc. Mais je sais pas, à ce moment-là, ça m'a vraiment touchée au plus profond de moi-même et je l'ai cru. Et en plus, après, elle m'a donné des lectures, etc. Donc, par moi-même, j'ai fait des recherches, j'ai regardé tout ça. Et puis, je me suis aperçue que, en fait, j'avais vraiment un dialogue avec mes guides à l'intérieur, mais simplement, je ne l'avais pas identifié. Je pensais que c'était ma conscience, que je me parlais à moi-même, etc. Donc, il a fallu, tu sais, ces petits tests pour savoir si ça venait pas de mon mental, si c'était bien, tu vois, tout ça. C'est normal quand tu commences, tu n'as pas cette... En fait, c'est parce qu'on le fait naturellement, donc on s'en rend pas compte. Ça fait partie de nous, donc on n'est pas en train d'analyser un fonctionnement, si tu veux. Et donc pour moi, il faisait partie de moi, donc je faisais pas du tout attention au fait que je puisse être guidée ou quoi. Mais franchement, ils m'ont bien guidée parce que quand je vois les épreuves par lesquelles je suis passée dans la vie, hein, depuis quand même petite, je me dis que ouais, franchement, j'ai été accompagnée. Je le sens parce que franchement, j'aurais pu faire des conneries et j'en ai pas fait, quoi. Tu vois. Et c'est sûrement pour ça que quand elle t'en a parlé, en fait, elle a simplement mis des mots sur quelque chose que tu sentais à l'intérieur de toi, mais que tu n'arrivais pas à identifier et à comprendre. Exactement. Je dirais que je vais mettre juste le doigt sur quelque chose que tu viens de dire, c'est
on a tous ce dialogue avec nos guides, mais on pense que c'est notre petite voix. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire passer un petit peu comme message en ce moment, justement, aux gens, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me dire oui, mais moi, on m'a dit que j'avais des dons, ou peut-être que voilà, mais je n'entends pas ou je ne vois pas. Mais en fait, si. C'est juste effectivement qu'on pense que c'est notre petite voix intérieure, et bien souvent, en fait, les guides se manifestent comme ça, par cette petite voix intérieure. Et c'est très difficile de discerner notre petite voix qui nous dit bah, va acheter des œufs, va acheter du lait, n'oublie pas la farine pour faire les crêpes, et bah, continue comme ça, peut-être essaie de t'ouvrir plus, etc. Et les gens s'imaginent, il y a beaucoup de folklore, je pense, ou alors parce qu'on a une image un peu biaisée, parce que certains font un peu du show, on imagine qu'en fait, on va entendre un guide, c'est-à-dire une voix vraiment extérieure ou au creux de notre oreille qui va nous susurrer des messages, mais que finalement, on est vraiment persuadé que ça vient pas de nous, mais que c'est bien quelqu'un, sauf que ça marche pas comme ça tout le temps. C'est que certaines personnes qui ont cette faculté d'entendre une voix autre que la leur, ou dans leur tête ou dans leurs oreilles. Mais bien souvent, en fait, c'est notre voix interne, la même qui nous fait nous souvenir que il faut pas oublier les enfants à l'école, ou aller chercher ci, ou faire ça, ou voilà. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Et quand on en prend conscience que certains de ces messages, finalement, ne viennent pas de nous, ben déjà, on a commencé à aller sur un certain chemin où on comprend qu'il y a peut-être quelque chose de supérieur, et qu'on est guidé. Ouais, et du coup, voilà. Et du coup, finalement, est-ce que c'est cette petite voix qui t'a mise sur le chemin des accouphanges, ou est-ce que c'est arrivé par d'autres biais? En fait, c'est d'autres biais. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'arrive assez souvent. C'est qu'en fait, je pense qu'il y a une partie de mes enseignements ou des messages transmis qui sont faits pendant la nuit. Et c'est comme si le matin, je me levais et que j'avais téléchargé un truc. Tu vois? Donc, quand en fait, j'ai reçu les accouphanges, le matin, j'avais ça en moi, tu sais, mais c'était... je pouvais pas faire autrement que de le poser, ce truc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avais une image en tête qui était celle qu'elle était, une image en tête et une guidance. Tu vois? Une phrase. Bon. Et c'était plus fort que moi. Je dis, bah, il faut que je fasse quelque chose. Donc, j'ai commencé à faire des petits dessins. Si tu veux, je peux te montrer les premiers si ça t'intéresse. Je vais te les chercher. J'ai un tableau. Excusez-moi, j'arrive de suite en essayant de ne pas faire de bêtises. Hop là. C'est un honneur de nous montrer tes premières esquisses, tes premiers croquis. Et est-ce qu'avant ça, tu avais recommencé à reprendre un peu le dessin, ou en fait, finalement, c'est ça qui t'y a remise? Ah, c'est ça qui m'y a remise. Je sais pas si tu vois bien. Ah ouais, c'est chouette. Et ces dessins, c'est peint du coup, ou c'est dessiné? Alors, ceux-là, ils sont faits, il y a plein de choses. En fait, le fond, c'est de l'encre. D'accord. De l'encre noire. Il y a du crayon de papier, crayon de couleur et de la pastel sèche. Et des fois, ah oui, c'est une arco complète. Toi, tu utilises tout un tas de... Ouais, parce que la pastel sèche, c'est ce qui permet de faire tous les, tu sais, toutes les auras, tout ça. Tu m'entends? Ouais, c'est bon. Oui, oui. C'est ce qui permet, tu sais, de donner ce côté flou là, cet effet lumineux. Ça, c'est la pastel sèche. Et puis après, bah, pour colorier, c'était du crayon de couleur, tout simplement. Et puis les nuances de gris, c'était fait au crayon de papier, hein, tout simplement. Et le noir, bah voilà. Le noir, bah, c'est du feutre. Voilà, voilà. Ça, c'est les premiers. Ça. Quand tu as fait tes premières esquisses, tu as vraiment senti que tu retranscrivais exactement ce que tu avais dans ta tête, ou il a fallu que tu improvises un peu? Je me remets dans le truc, hein, parce que depuis, ça a évolué. Non, je pense que j'ai fait au mieux de ce que je pensais recevoir, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'au départ, tu as vu, ça fait vraiment des petits bonhommes tout ronds, voilà, qui ont un peu changé, tu vois. Ceux-là sont plus fins, quand même. Ils sont plus longilignes, plus... voilà. Les autres, c'était beaucoup plus des petites... Voilà, c'était vraiment les cacahuètes, quoi, tu vois. Ça faisait vraiment ça. Donc voilà. Donc, ouais, au départ...
Au départ, oui, j'ai fait ce que je pensais être au plus juste, quoi. Je me suis même pas trop posé la question, en fait. Il a fallu que je pose quelque chose et j'ai posé, voilà. Il y a des fois, quand on est dans le créatif, des fois, on se pose trop de questions. Et je crois qu'il y a des fois, il faut juste laisser l'énergie faire. Et tu vois, ça le fait très, très bien. Mais Ouais. du coup, il y a quand même. Alors, tu as créé, tu as canalisé, bref, je ne sais pas Ouais. comment toi tu définis ça, mais plusieurs jeux. Et pour ne parler que de celui-ci, il y a quand même 72 cartes. Ouais. Donc, comment ça s'est passé? Parce que je suppose que c'est un processus qui est long. Tu n'as pas canalisé plusieurs cartes à la fois. Donc, Alors, je me levais le matin avec un message. Donc, ça a duré 72 jours. ah ouais, ah oui, c'était. Ouais. C'était, voilà. Des fois, ça m'arrivait d'en avoir en retard. Eh ben, dans ces cas-là, j'en faisais 2 ou 3 dans la journée, mais il fallait que ça soit posé. Voilà. C'est comme ça. Je sentais, de toute façon, j'avais pas le choix. Alors vraiment, quand j'avais des impératifs, bah, des fois tu peux pas, hein, voilà, bah, il fallait que ça soit fait le lendemain, il fallait pas que ça traîne, quoi. Et au départ, c'était pas un oracle, hein. Moi, je l'ai pas du tout reçu comme étant, j'avais pas du tout ça en tête, quoi. Vraiment, voilà, c'était des messages. Et donc j'ai créé une page qui s'appelait Les Anges Terrestres à l'époque. Et je mettais le message en français et en anglais tous les matins. Enfin, tous les jours, pas forcément le matin, mais je partageais, je publiais dans la journée les messages, etc. Mais alors, j'étais pas convaincue du tout du truc, hein. Je me suis dit, bon, allez, je retransmets, ça m'est transmis, je retransmets, quoi, ça peut aider d'autres personnes. C'était vraiment dans ce but-là, quoi. Je me suis dit, après tous ces enseignements, c'est vrai que moi, ils m'ont beaucoup aidé parce que c'est ce que je dis. D'abord, il a fallu que je les intègre, moi, parce que j'étais pas dans le spirituel. Donc, il a fallu que, enfin, 2015, j'étais déjà plus dans le spirituel parce que j'avais commencé, je faisais du soin, je m'étais initiée au Reiki, donc j'étais quand même déjà plus connectée à ce moment-là quand même, hein, qu'en 2012, hein. Mais j'avais pas non plus, tu vois, on est 5 ans après, aujourd'hui, j'ai une démarche qui est complètement différente, tu vois. Donc, j'ai quand même beaucoup évolué en quelques années. Et donc, ouais, ben, je sais pas comment. Mais du coup, l'idée de faire les cartes est venue comment? Parce que est-ce que tu faisais toi les cartes? Est-ce que tu utilisais déjà Ouais. des cartes? Oui, j'ai même travaillé sur plateforme. Alors ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est vrai que je n'ai pas du tout parlé même. Mais les cartes, j'ai commencé. Je me suis essayée. Je devais avoir 8 ans aux cartes. Ah Et, oui! ouais, mais après, alors c'est bizarre, hein, parce que moi étant hyper cartésienne et tout, mais bon, je pense que c'était plus pour le fun. Et puis, quand j'ai eu, bah, au collège, tu sais, souvent on est attiré par ces trucs-là et tout. Et donc, j'ai dû m'y mettre sérieusement, je devais avoir 13 ans. Voilà. Et à 16 ans, je faisais les tirages à mon père. Mes parents étaient divorcés et tout, et je faisais les tirages de mon père et tout, et ce que j'avais dit à 16 ans, c'est bien produit des années plus tard, en fait, et tout. Donc, bon, voilà, je voyais que ça fonctionnait, si tu veux, mais bon, après, je faisais vraiment pour la famille, les copains, voilà, comme ça, en dilettante, on va dire. Tu sais, j'ai beaucoup travaillé avec le tarot de Titania. Tu sais, qui est D'accord. plus ni moins qu'un le normand, en fait, hein, mais j'ai beaucoup. Alors, c'était mon. Tu sais, il est dans un état, mon truc, je l'ai pas là. Mais on voit qu'il a quand même servi, tu vois. Voilà, voilà. Et donc, c'est resté, mais bon, voilà, c'était vraiment de l'occasionnel, hein. C'était vraiment de l'occasionnel. Je te dis, les copines, de temps en temps, je faisais un petit tirage comme ça. Mais sans plus. Et puis après, bah, comme j'ai su que j'avais quand même des capacités, tout ça, bah, après, tu sais, ce fameux coup de téléphone là, sur la plateforme en 2011. Donc en 2012, j'ai commencé à mettre à la voyance à l'époque. Et puis j'ai travaillé un peu sur plateforme, hein. Voilà. D'accord. Mais bon, ça ne me plaisait pas. Je n'aimais pas du tout le rapport aux gens. Mais comme le soin d'ailleurs, le soin, j'ai fait des soins pendant 1 an qui fonctionnaient très bien. J'avais des personnes qui venaient me voir en Normandie, qui venaient de Cannes. Ah oui. Donc ça fonctionnait très très bien. Mais je me sentais pas à ma place, tu vois. Et des fois, c'est ça aussi le message, c'est qu'on a plein de capacités, mais après, c'est pas parce qu'on a plein de capacités qu'on doit les utiliser. On peut les utiliser différemment, en fait. L'énergie, tu vois, l'énergie de guérison, aujourd'hui, elle passe dans mes créations. Les accouchages, tu peux t'en servir quand tu as, tu vois, quand tu as une problématique d'abondance ou quand tu as une problématique que tu veux voir quelque chose, tu peux utiliser ta carte pour poser une intention. Tu vois, elle est chargée en fait. Donc c'est une autre façon en fait de transmettre de la guérison finalement,
Voilà, il faut juste trouver, il y a un sens à tout. Et puis je pense que je suis passée par la guérison déjà aussi pour m'auto-guérir. Bien sûr. Et je pense que beaucoup vont sur les soins aujourd'hui et tout, peut-être arrêteront dans quelques années, non pas par échec, hein, parce que moi je n'ai pas arrêté par échec, au contraire ça fonctionnait bien. J'ai arrêté parce que ça ne me correspondait pas. Voilà, parce que ma place elle était ailleurs. Mais ça, voilà, mais je pense quand il y a une espèce d'ouverture à la spiritualité, on s'essaye à plein de choses, parce que c'est normal, on est en train de découvrir des potentiels, donc on a tendance à aller toucher un peu à tout, à vouloir faire du soin, à vouloir être thérapeute, à vouloir, voilà, à faire de la voyance, de la guidance et tout. Je critique pas ça, c'est un processus pour moi. Ça ne veut pas dire que la personne, elle est faite pour ça. C'est-à-dire que c'est une partie de sa vie qui va l'aider par la suite dans ses propres projets. Tu vois? Tout à fait, tout à fait. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est complexe, tout ce milieu ésotérique là, un petit peu complexe, parce qu'en fait, moi, je le sens tous les jours que les gens, ils ont envie de toucher ça du doigt. Et, et le problème, c'est que certains, en fait, aimeraient avoir certaines capacités. Mais ça ne se commande pas. Il y a des gens qui ont la chance d'avoir un panel de capacités un peu plus large. Et puis, il y a des gens qui ont des capacités un peu plus restreintes, mais qui sont parfois très, très, très développées, très puissantes. Mais on ne choisit pas techniquement ses capacités. Par contre, on peut toucher un petit peu à tout, mais on ne sera jamais vraiment dans l'excellence, si on peut dire ça comme ça, dans tous les domaines. Et c'est vrai que ça peut être quand même intéressant d'essayer de toucher un petit peu à tout pour voir vraiment ce que dans les choses avec lesquelles on est à l'aise, mais aussi voir si ça nous plaît, parce que c'est pas parce que c'est facile pour certaines personnes dans certains domaines que c'est ce qui est bon pour nous. Voilà, enfin. C'est ça. Moi, je n'avais jamais imaginé faire de l'énergétique. Moi, j'étais partie dans le magnétisme, qui est quand même une branche énergétique, mais c'est pas pareil. Ben moi, je m'étais mis bien en tête d'aller vers le magnétisme, mais j'arrivais pas. Et en fait, mon amie Asia m'a dit, voilà, par le biais d'une guidance, elle m'a dit non, mais toi, on me parle d'énergétique, toi, tu es faite pour faire de l'énergétique en plus des cartes. Et effectivement, du coup, je suis arrivée sur un truc que je ne connaissais pas, je n'avais même pas envisagé parce que je m'étais focalisée sur autre chose. Et finalement, l'énergétique, bah, c'est très facile pour moi en tout cas. Et apparemment, j'ai une certaine puissance là-dedans. Mais d'une, je m'y étais pas tournée. De deux, je n'y avais même pas pensé. Et je n'ai jamais cherché à aller vers ça. Donc, c'est vrai que si j'avais un petit peu fouiné un petit peu dans plus de domaines, je serais peut-être tombée de moi-même dans l'énergétique. Je me serais rendu compte qu'il y avait des choses à faire. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a tellement, tellement de choses. La voyance en général, rien que ça, déjà, c'est tellement vaste. Et puis, les capacités se manifestent de façon tellement différente pour les personnes. Et nous, on est plus focus sur, c'est où tu vois, où tu entends, ou les deux. Mais alors qu'en fait, ça passe par tellement plus de choses que ça. Ça passe par des ressentis, des fois physiques, des fois par l'odorat, des fois par des sensations à l'intérieur de nous. La clairaudience, comme on disait tout à l'heure, ça peut passer par notre petite voix, mais ça peut passer par des voix extérieures. Puis des fois, c'est des choses qui sont tellement susurrées délicatement que c'est dans le brouhaha de notre tête, ça passe complètement inaperçu. Donc, c'est très complexe et en même temps, c'est magique une fois qu'on touche du doigt quelque chose là-dedans. C'est tellement merveilleux, mais c'est vrai que malheureusement, pour beaucoup de personnes, il faut arriver dans notre côté sombre pour aller chercher cette lumière-là qui va nous sortir un petit peu de tout notre carcan dans la matière. Et c'est vrai que si on peut, nous, par nos biais, faciliter ce travail aux personnes en leur évitant de vraiment atterrir dans leur côté les plus sombres et qu'on peut déjà les mettre dans la lumière avant que ça arrive, je trouve que c'est déjà pas mal. Si par tes créations, tu peux permettre à certaines personnes de découvrir le milieu spirituel et énergétique de façon plus ludique, c'est mieux que quelqu'un qui tomberait sur tes jeux parce qu'elle n'est pas bien dans sa vie et qu'elle cherche
des sorties. Et à la fois, si tu veux, on me demande souvent pourquoi les accoufanges sont sur fond noir. Et voilà, mais c'est justement parce que c'est ce fond noir qui fait ressortir toute la lumière aussi. C'est rattaché à mon parcours, bien évidemment. Quand tu prends les nouveaux enfants, tu vois bien comment ils agissent. Ils n'auront pas les difficultés que nous, on a pu avoir. Et puis, c'est pareil, je vois ma fille, elle baigne dedans. J'essaie d'avoir un discours positif. Les enseignements que je reçois, je lui transmets aussi. Hein, voilà. Et puis, elle m'en apprend aussi parce que de temps en temps, de temps en temps, ce sont nos guides. Hein, ils ont une maturité sur certains événements, des fois, qui est assez déconcertante. Et voilà, donc effectivement, nous, on est des générations, on a dû libérer des karmas, on a eu un gros travail de nettoyage à faire sur tout ce qui s'était passé et tout ce qui était transgénérationnel, etc. C'était un peu notre but. Donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par des heures sombres parce qu'il fallait faire cette bascule, cette transition en fait. Parce qu'il y a ne serait-ce que 10, 20 ans, on ne parlait pas autant de spiritualité que maintenant, il faut être clair, quoi. Ah oui, ben, de toute façon, en ce moment, il y a un truc qui est très, très à la mode, c'est les sorcières. Il suffit d'aller chez Cultura pour avoir tout un étalage de bouquins sur les sorcières. Mais je pense que ça fascine vraiment les gens parce qu'il y a encore quelques années, c'était considéré comme le mal, le maléfice, c'était quelque chose de négatif, alors qu'en fait, aujourd'hui, notre génération est plus ouverte là-dessus. Et sur le terme sorcière, on ne définit pas ça exactement comme nos parents pourraient le définir si on leur posait la question, qu'est-ce que c'est une sorcière pour toi? Moi, je pense que si je demande à mes parents et encore plus à mes grands-parents, ils vont me dire, mais c'est le mal, il ne faut pas s'approcher de ces gens, etc. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est presque ludique. On a l'impression, alors peut-être que c'est parce que c'est la mode, mais on a l'impression que tout le monde peut faire n'importe quoi et toucher ça du doigt. Mais c'est vrai qu'on est plus ouvert, on a plus de recul peut-être sur les choses ou je sais pas. Mais c'est vrai que du coup, nos enfants bénéficient de toute cette expérience qu'on a pour déjà démarrer dans la vie avec une certaine ouverture d'esprit et surtout ne pas refermer leur capacité à un certain moment de leur vie. Parce que c'est vrai que vers 6-7 ans, on dit que généralement vers 6-7 ans, leur capacité se referme un peu parce qu'ils rentrent au CP, ils rentrent dans la matière, on leur inculque des choses très précises, des règles et tout ça. Et c'est vrai qu'on a cette chance, je pense, de pouvoir toujours leur garder cette petite lumière en lumière, leur disant, mais tu sais, ce que tu apprends, c'est une chose, mais ce que tu vis et ce que tu ressens, il faut pas l'éteindre, il faut justement le vivre et le prendre à l'intérieur de toi et en faire quelque chose, quoi. Donc, non, c'est vrai que c'est plutôt bien. Mais du coup, pour en revenir à ton jeu, quel a été l'élément déclencheur qui a fait que tu as transformé ces peintures et ce blog en cartes? Ouais. En fait, c'est venu d'un rêve. Alors, tu vois, 3 ans après, en août 2018, bah oui, c'est ça. En fait, ça faisait un peu moins d'1 an que j'étais arrivée en Bretagne. Et j'ai fait un rêve. Alors, je faisais des rêves récurrents de vaisseaux mers. Alors, moi, très cartésienne, n'est-ce pas? Alors, je crois en une vie dans l'espace, si tu veux, mais de là, voilà, à communiquer avec, etc. J'ai encore, même encore à l'heure actuelle, j'ai encore du mal, alors pour te dire, voilà. Et donc, je me voyais à chaque fois, si tu veux, partir dans un grand faisceau. Je me retrouvais allongée sur une table. J'avais des êtres de lumière qui étaient tout autour de moi. Alors, pas des extraterrestres, des êtres de lumière, c'est rigolo, hein. Et chaque fois, il me tendait la main, je saisissais et hop, je descendais de la table. Et là, donc ça faisait une salle et avec une grande baie vitrée. Et là, je pouvais voir une planète. Alors, je dis pas que c'est la Terre, ça peut être, je sais pas, mais en tout cas, c'est une planète comme ça, avec de l'eau, etc., verdoyante et tout. J'arrive pas à me rappeler précisément si c'est vraiment la planète Terre ou pas. C'est pour ça que je le définis pas comme ça. Donc, en tout cas, une planète, voilà. Et je faisais ce rêve-là assez régulièrement, des fois avec des petites différences, tout ça, mais grosso modo, c'est le même processus. Et alors, je rêve pas de ça toutes les semaines, hein, c'est un rêve que je fais peut-être 1 ou 2 fois par an, tu vois, ou voilà, des fois même moins. Et cet été-là, au mois d'août,
je fais ce rêve. Je suis accueillie par les guides. Je me lève. Je me dirige vers la baie vitrée. Et puis là, tu sais, les parois, elles sont luisantes et un peu organiques, tu sais, mais tu peux voir en fait dedans. Enfin, je sais pas comment c'est un peu, tu as des reflets. Et en fait, quand je passe, je réalise que mon reflet, en fait, c'est comme un accouchant. J'ai une tête vachement allongée comme ça. Tu vois, je me vois avec ce corps-là, je regarde, j'ai les mains bleues et tout, je me vois avec une longue cape et je me dirige pareil devant cette baie vitrée. Tu vois, j'ai des frissons, quoi. Donc, ouais, et puis là, le lendemain matin, je me réveille comme d'habitude avec le message que maintenant, il faut que je peigne un accoufange et puis que les accoufanges, ils vont commencer à changer et que, en fait, je comprends qu'il faut que je fasse un oracle. Voilà. Ça, c'est arrivé, tu sais, comme tu sais, ça, c'est le matin. Moi, des fois, c'est sous la douche, tu sais. Je suis sous la douche, c'est là que je reçois tous les messages, tu sais. Je fais le plan, je fais le bilan le matin de ce que je reçois. Mais des fois, tu es à peine réveillé, tu as des trucs vachement profonds, tu vois, vraiment des réflexions spirituelles et tout. Tu dis, ouais, il est 6h30 du matin, impeccable, normal, quoi, tu vois. Mais bon, c'est là que ça fonctionne. Et donc voilà, et donc j'ai peint un tableau. Je ne sais même pas où je l'ai mis, mon tableau. Qui s'appelle l'accoufange de la Sainte-Amour. Pourquoi? Parce qu'il a été peint le jour de la Sainte-Amour. C'est drôle, hein. donc voilà, et qui est censé représenter ça. Alors, je l'ai dans le coin, où je l'ai mis. Attends, j'arrive. Oh là là, je fais tout balancer. J'arrive pas à me déplacer. Non, j'en profite pour vous montrer un petit peu les cartes. Ouais, je suis désolée, je fais de la pause. Voilà. Oui, voilà, j'aurais dû préparer avant, mais comme j'ai pas beaucoup de place sur mon bureau, si tu veux, hop, voilà. Ah oui, qu'il est beau. Donc voilà, donc tu vois, je me suis vue comme ça. Donc voilà, et ça c'est l'accoufange que tu as, tu sais, sur la page de garde, la carte de garde, voilà. Parce que quand j'ai fait les premières versions, j'ai eu plusieurs versions hein, du premier oracle, il était en dos de deck, enfin pardon, je vais pas y arriver, en verso. Oui. Et donc voilà, et donc quand j'ai créé les nouveaux versos, on m'a dit non, il faut que tu laisses quelque part l'énergie de cet accoufange-là. C'est pour ça que je l'ai mis en carte de garde. Voilà. Et donc voilà, et puis j'ai donc avec cette énergie qui était beaucoup plus précise, j'ai pu refaire des accoufanges, donc les 72, hein, j'ai refait tous les 72 que j'avais déjà reçus, mais beaucoup plus finement. Tu as vu, hein, c'est voilà, c'est plus longiligne, plus bas. Voilà, on arrive sur cette forme un peu E.T. Que les premiers avaient un peu moins. Tu vois? Voilà. Donc, ils ressemblent aux premiers, mais ils ont vraiment maintenant cette tête allongée. Et puis, tu vois, et puis on passe à quelque chose de, voilà, de beaucoup plus précis. Tu vois, là on est sur d'autres énergies. Donc, ça veut dire que entre 2015 et 2018, si tu veux, comme si j'avais affiné l'énergie, comme si je la comprenais mieux, comme si je l'appréhendais mieux, ce qui me permet de faire des représentations de plus en plus précises, en fait. Voilà. Oh, c'est super. Et du coup dans ta famille, dans ton entourage, tu n'as pas pu garder ça pour toi, je suppose. Donc, les gens se sont rendus compte que tu étais en pleine phase de création. Donc, comment ça s'est passé? Comment les gens ont pris ça autour de toi? Alors la création, elle a commencé avant, enfin elle a commencé en 2015 déjà, et puis où là j'ai voulu vraiment me mettre à l'illustration. J'ai créé mon premier bouquin aussi, tu sais, Ninette et Séraphin, que j'ai créé pour ma fille, avec des vraies illustrations. Je rigole. Non mais j'étais fière de mes premières illustrations. J'avais retravaillé quand même quasiment pendant 1 an hein, le dessin pour vraiment refaire des choses voilà, correctes, hein, présentables, etc. Et je peux montrer aussi en même temps. Tu vas pas me voir pour l'écran, tu vas voir que mon mur. J'aurais dû mettre un truc derrière.
Attends. Parce que Delphes a également un livre pour enfants que vous pouvez acheter, je pense, sur Amazon. Ouais, sur Amazon, j'aimerais changer de plateforme. Pour le moment, c'est ce que, voilà, j'avais pas trop le choix. Mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir les imprimer et les vendre en direct parce que bon, je suis pas pro Amazon, mais ça m'a bien dépanné quand même en tant qu'auteur. Donc tu vois, on passe de, voilà, c'est plus oui. voilà. Donc là, c'est la première version. C'est une version qui avait été éditée par Edilivre. Maintenant, il est beaucoup plus gros, écrit plus gros parce que c'était, je l'ai pas là parce que je suis en carton. J'ai déménagé ma boutique le week-end précédent et donc j'ai encore plein de cartons donc j'ai pas pu tout sortir. Mais bon, les illustrations, voilà, bah, pour moi, c'était beaucoup plus, voilà, tu vois, beaucoup plus réalisé, quoi, tu vois, forcément. Mon grand Eldwick, mon arme qui parle. C'est magnifique. Et tu les vends, est-ce que tu vends aussi tes livres directement sur ton site? Ben non, parce qu'en fait, il n'y a pas de plus-value. On va payer 2 fois les frais de port, donc ça ne sert à rien. Après, si j'en prenais quelques exemplaires quand j'avais ma boutique, parce que là, j'étais en direct et puis on ne rajoutait pas des frais de port derrière. Mais j'en ai quelques-uns en dépôt. J'ai un point de dépôt, mais bon, qui doit être fermé à Sarzeau, par chez moi, où il y a quelques exemplaires qui sont là-bas. Mais après, je les ai quand je fais des salons. Là, j'en fais plus trop forcément, mais voilà. Mais sinon, là, pour le moment, c'est essentiellement Amazon. Voilà. Mais je te dis, moi, mon but, ce serait d'en faire imprimer, tu sais, j'en sais rien, 200, 400, et puis après, de pouvoir les avoir sur mon site, etc. Et bon, c'est toujours pareil. Après, il faut avancer les sous. Hein, donc voilà, ça reste un but. Oui, c'est un petit peu le problème de l'auto-édition ou de choses comme ça. C'est vrai que ça aussi, j'essaie de faire passer ça aux personnes qui nous regardent. C'est que quand vous achetez des jeux chez Cultura, c'est édité par des maisons d'édition qui avancent tous les frais. Et bien souvent, les artistes, les créateurs ne touchent que 1, 2, voire 3 € maximum sur leur création. Donc, quand vous achetez un jeu à 25 €, ben finalement, la personne qui a canalisé, qui a créé, elle touche que 2 € quoi, en moyenne. Ouais. Quand on est dans l'auto-édition, eh ben, on va pas toucher souvent grand-chose de plus. On peut toucher 5, 6 € peut-être, mais en réalité, même si vous payez le jeu 50 €, il y a tout le travail en plus derrière. Donc parfois, certaines personnes disent « Ah, mais c'est un peu onéreux », mais je sais pas si les gens se rendent compte que il y a l'impression, il y a le travail, il y a quand nous on fait des envois, quand on est en auto-entreprise, les envois sont aussi comptabilisés dans nos charges. Donc, en fait, si ça nous coûte, je sais pas, 5,50 € de frais de port, eh bien, nous, on doit les déclarer et on est imposé sur ces 5,50 €. Donc, tout ça, c'est compris dans les prix. Et finalement, notre marge, enfin, toi, en tant qu'auteur, en tout cas, ta marge dedans, elle est rikiki. Donc, c'est très compliqué d'avoir des prix bas quand on fait de l'auto-édition parce que c'est juste pas possible, quoi. À un moment donné, il faut… C'est ça, et puis c'est le nombre d'exemplaires, hein. C'est-à-dire que au départ, je faisais des coûts de 40 exemplaires, tu vois, par exemple. Aujourd'hui, j'arrive à atteindre 200 exemplaires. Donc forcément, c'est plus intéressant pour moi. Mais quand je faisais 40 exemplaires, j'ai fait une première édition, tu sais, en limité, il n'y avait que 40 exemplaires, limité, numéroté avec certificat. J'avais tout fait les boîtes moi-même et tout. J'ai rien gagné dessus. C'était vraiment pour sortir le jeu. Oui, bien sûr. Mon amie qui a créé son oracle là me disait que si elle faisait imprimer entre 1 et 99 exemplaires, elle payait le jeu dans les 22 €, je crois. Donc, juste le jeu, sachant qu'il n'y avait pas de boîte, etc. Donc, si en plus les gens veulent une boîte et tout, il faut rajouter des frais dessus. Par contre, dès qu'elle passait à 100 exemplaires, elle ne payait plus que 18 € ou quelque chose comme ça. Mais c'est quand même énorme. Donc, quand on a des jeux chez Cultura qui sont à 22 ou 24 €, mais qu'en auto-édition, déjà juste fabriquer le jeu, que les cartes, ça coûte déjà plus de 20 €. Je pense que là, vous comprenez bien en écoutant ça que ce n'est pas possible de vendre un jeu 24 € quand déjà il nous a coûté 22 €.
Non, puis faut pas se leurrer, les maisons d'édition, elles n'impriment pas en France, hein. Oui, oui, bien sûr, en plus. Les pays de l'Est, la Chine, voilà, hein. Donc là, on arrive à avoir des tarifs parce qu'ils font au moins du 2000-3000 exemplaires au départ, hein. Enfin, et encore, je ne suis même pas sûre pour certaines maisons d'édition. Mais là, ça leur revient peut-être à 5-6 € le jeu, voilà, avec les frais d'expédition, etc. Et encore, parce qu'eux, ils doivent avoir en plus des contrats négociés, donc ça doit être encore plus valable. J'avais fait, hein, j'avais regardé, hein, j'avais communiqué avec une entreprise chinoise, etc. Et franchement, je suis revenue dessus pour contrôler, Là, j'ai une entreprise locale qui me fait mes cartes, donc c'est Made in Braise. Voilà, c'est vraiment fabriqué en Bretagne et voilà, et je tiens, enfin voilà, je tiens aussi à développer le local. On a plein d'imprimeurs. Je pense que tu as vu la qualité de mes cartes, je pense qu'ils se débrouillent bien. C'est pas son métier de base. Et Elles sont très, très belles. il m'a fait un super travail dessus. Alors certes, il n'y a pas les dorures, etc. Il faut savoir que les dorures, il peut y avoir des problèmes aussi parce que des fois, ça fait des paquets et que quand on va, tu sais, vouloir prendre les cartes une à une, et ben, ça peut décoller la dorure, etc. Moi, je voulais pas prendre le risque, en fait, mettre de l'argent en plus là-dedans pour qu'en plus mes cartes soient abîmées au final, quoi, tu vois. Donc Non, non, voilà. mais c'est très bien. C'est très bien parce qu'on peut les customiser. Moi, je pense que je vais les colorer. Alors, je sais pas encore. En fait, mon dilemme, c'est de savoir est-ce que je vais les colorer en violet, mes tranches, ou est-ce que je vais les colorer en noir? Mm. Je ne sais pas. Mais moi, j'aime bien customiser mes jeux. C'est vrai que de base, j'aime bien quand les finitions sont dorées, mais sur des jeux que j'achète en commerce. Ouais, ouais. Parce que je sais que c'est des gros volumes et que la plupart du temps, ils peuvent se le permettre. Maintenant, quand c'est des auto-éditions, voilà, toi, tu livres ton jeu dans un petit pochon. Ben moi, ça me dérange absolument pas parce que je sais tout ce qu'il y a derrière. Mais en plus, ce qui est extraordinaire, c'est déjà bon, la qualité du travail et puis la qualité des cartes. Clairement, tes cartes, elles ont une super qualité. Elles sont épaisses, elles sont grandes. En plus, il y a 72 cartes, ce qui n'est pas donné à beaucoup d'oracles. Généralement, il y a une cinquantaine de cartes dans les oracles, mais c'est très très rare d'avoir des jeux avec plus de 60 cartes déjà. Donc, je trouve que c'est franchement, tu as fait un très 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 beau travail. Et tu as également créé les acoufanges Astro. Oui. Et là, je voulais te poser une question parce que les acoufanges Astro, sont magnifiques. Alors là, j'ai fait la review, mais avant que cette interview paraisse, d'où t'es venue l'idée de faire un jeu Astro? Est-ce que tu es intéressé déjà par l'Astro à la base? Alors, j'adore l'astrologie. J'ai toujours écouté mon petit horoscope, tu sais, mais avec le truc, comme tout le monde, c'est si c'est bon, ouais, super, je passe une bonne journée. Si c'est pas bon, bah tant pis, c'est nul, c'est de l'astrologie. C'est pas vrai, quoi. Donc, j'ai toujours eu ça, mais j'ai toujours aimé, enfin, ça m'a toujours fasciné l'astrologie. Mais franchement, alors, j'ai essayé de m'y mettre, hein. J'ai les bouquins, des manuels d'astro et tout. Et non, ça prend pas, si tu veux, j'ai du mal à apprendre et tout. Et là, je me suis dit, mais ça serait cool de faire un jeu, justement pour les personnes qui aiment l'astrologie, mais qui n'y connaissent rien, quoi. Et donc, je pense que ce qui était sympa dans ce jeu, justement, c'est que je ne connaissais pas, parce que j'ai déjà dû faire un travail de recherche, recouper les informations, parce que tu sais, en astrologie, c'est pareil, tu as plein de trucs, des significations différentes. Il y en a tu vois, par exemple, pour tout ce qui est nœud nord, nœud sud, on ne va pas trouver les mêmes mots-clés, les mêmes définitions, etc. Donc, moi, j'ai dû vraiment aller chercher toutes ces informations et puis voir ce qui vibrait aussi, parce que je fais toujours comme ça, ce qui me paraît juste. M'intéresser un peu à la mythologie, parce qu'à chaque fois, l'astrologie, ça repose sur de la mythologie, donc il a fallu que je fasse des travaux de recherche et tout pour trouver des représentations, etc. Donc tu vois, ça a été c'était pas du tout le même travail que le premier. Le premier, je l'ai reçu, j'ai rien fait quasiment, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'était cadeau. Celui-ci, il a fallu que je réadapte tout mon univers, mais c'était super sympa à faire. Enfin, en tant qu'illustratrice, je me suis vraiment éclatée sur ce jeu, quoi. Et c'était, si tu veux, alors moi j'adore aussi tout ce qui est jeu de rôle. Tu sais, j'étais dans l'animation, donc j'ai fait beaucoup de jeux à cartes. Donc j'ai vraiment essayé d'apporter cet univers du jeu de rôle
dans la façon, hein, dans la composition. C'est pour ça que tu as les petites pastilles, tout cet univers-là. Je l'ai intégré vraiment à ce jeu de cartes de façon à ce que ce soit ludique, pratique, etc. Et je pense que c'est parce que j'ai un œil, non pas de professionnel, mais de novice dans la matière, que j'ai pu aller chercher justement les besoins, en fait, tu sais. Voilà. Donc franchement, je me suis amusée. Alors bien évidemment, je suis toujours guidée parce que je ressens l'énergie. Si tu veux, quand je travaille avec les accouchements, tout de suite, j'ai l'énergie qui est là, tu vois. Mais après, c'est sûr que c'est pas un travail qui est inspiré comme le premier, c'est sûr. Mais c'est plus un outil, là. On est vraiment dans l'outil, on n'est plus dans la guidance, quoi. Voilà. Moi, je t'avoue qu'en astro, je suis nulle. Enfin, ça me plairait, mais déjà, j'ai pas le temps. Oui, il y a ça aussi. Hein. Ouais. Voilà, c'est fait très compliqué, ne serait-ce qu'avec mes 3 enfants et tout ça. Enfin, voilà, j'ai pas le temps. Donc, j'essaie de faire les choses une après l'autre. Et l'astro, ça va arriver sûrement beaucoup plus tard. Mais effectivement, je me suis penchée sur ce jeu. C'est pour ça que je n'ai toujours pas, à l'heure où là nous tournons, fait la review, parce que justement, je voulais essayer de comprendre un peu, parce que faire une review pour balancer juste les cartes, surtout en astro comme ça, sans donner de fond, je trouve pas ça très intéressant. Donc, je veux vraiment bien appréhender le jeu. Mais j'ai trouvé ça super intéressant finalement, parce que c'est très complet, c'est très facile à prendre en main. Ça m'a déjà donné quelques explications sur comment fonctionnait l'astro. Je trouve que ces 2 cartes que je montrais tout à l'heure, qui étaient les symboles, voilà, et puis les petits tips là sur les couleurs, les petites pastilles, je trouve ça super bien fichu. Et je me suis d'ailleurs dit que j'allais faire des guidances pour la 2025. Il faut que je commence ce mois-ci, parce que 12 guidances sur les mois pour l'année complète, ça allait être compliqué. Mais ce qui m'a donné envie de les faire, c'est ton jeu. Parce que justement, j'ai vu une vidéo où tu parlais des 12 maisons et tu donnais chaque tirage concernant la maison concernée, justement. Et je me suis dit, c'est une très très bonne idée, et j'ai un outil enfin qui va pouvoir me permettre de faire quelque chose de très complet. Alors, j'utilise déjà ce genre de méthode j'ai fabriqué une roue avec justement la première partie, c'est un thème général, puis la deuxième, c'est le financier, la troisième, c'est la communication avec la famille, etc. Mais je trouve qu'avec tes cartes, ça va être encore mieux, parce que il y a vraiment toute une symbolique autour, toute une énergie. Donc voilà, ton jeu, je pense, va rentrer dans mes outils de guidance sur des thématiques, je pense, annuelles. Je pense que voilà, ça va être un très très bon outil, Je vais me familiariser avec, je pense, rapidement, parce qu'il est vraiment très 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 bien fait. Mais du coup, ce que je t'ai pas demandé, et que peut-être beaucoup de gens se demandent, mais accoufange, qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça vient? Alors, accoufange, moi j'adore trouver des noms, hein, voilà. Et en fait, à une époque, j'avais comme des bourdonnements, tu vois. Et on m'a souvent dit que j'allais développer la clairaudience. Donc voilà, bon, après, c'est pas une nécessité aujourd'hui. J'ai eu quelques expériences de clairaudience. C'est comme si j'ai bien vu la différence entre la clairaudience et tout. Mais c'est très ponctuel, en fait. Hein. C'est pas quelque chose qui se manifeste au quotidien. Et donc, voilà, et donc j'ai pensé à acouphène forcément. Et pour moi, j'avais vraiment cette sensation qu'on voulait me dire des choses dans l'oreille, en fait, tu vois. Et donc, voilà. Et donc, la symbolique, c'était ça. Acoufange, c'est le petit bruit que font les anges quand ils désirent nous susurrer quelque chose à l'oreille. Voilà, c'était ça. Et voilà, je trouvais ça rigolo. C'est bien, c'est très, très poétique. Et du coup, ta fille, tu as transmis cette passion un petit peu du dessin et de l'énergétique, et des messages qu'elle peut faire passer par ce domaine-là, ou elle est sur un tout autre domaine artistique, ou pas du tout peut-être? Alors, ma fille a dit non, elle a son à elle aussi, hein. C'est une gamine qui peut, voilà, qui peut jouer des heures toute seule aussi et tout, qui est très nature. Elle est à fond nature, elle adore être dehors. Hein. Elle aime dessiner, mais là, c'est ponctuel, tu vois. Je pense comme tous les enfants. Je ne sais pas si elle le développera ou pas, c'est pas très grave. Par contre, elle imagine des histoires et elle les écrit.
Et voilà, et les maîtresses et tout sont très très surpris en fait de sa façon, le vocabulaire et sa façon d'articuler, parce que vraiment il y a une vraie cohérence dans ses histoires, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qu'elle a développé. Moi, c'est vrai que je lisais beaucoup d'histoires le soir, etc. Donc je pense que ça l'a beaucoup aidé. Mais après, ça lui appartient, tu vois, voilà. Donc voilà, donc elle, c'est plus ça. Je l'ai déjà surprise à faire des vidéos avec mes acouphons, parce qu'elle a mes jeux, tu vois, les prototypes, tout ça, à chaque fois, je lui donne, etc. Et j'ai déjà vu, tu sais, avec un vieux portable que j'avais, faire des vidéos. Alors là, c'est cartes du jour et tout. Je l'ai surprise, tu vois, un peu, mais je trouvais ça trop mignon parce qu'en plus, l'interprétation qu'elle faisait des cartes, c'était pas celle que je donnais. Et c'était hyper juste. C'était hyper juste, c'était juste bluffant. Et tu vois, c'est une enfant qui est hyper connectée. Elle avait, je sais pas, peut-être 5 ans. Elle nous a réclamé un pendule violet. Elle voulait un pendule violet. Et donc, on lui avait offert un pendule en améthyste. Voilà. Et c'est elle qui l'a réclamé, puis elle savait le faire fonctionner, hein, sans problème. Hein. Donc voilà. Et elle adore les pierres. Elle a à chaque fois on va avoir donc mon fameux point de vente à Sarzeau, là, dans le 56. Si je l'emmène avec moi, je suis foutue, je suis obligée de elle ramène un truc, quoi, tu vois. Et elle adore. Alors, elle a une coquille Saint-Jacques avec toutes ses pierres dedans et tout. Enfin, elle a un contact avec les pierres, voilà. Et puis elle, bah, c'est ouais, beaucoup les animaux, la communication avec les animaux, tout ça. Ouais. Voilà. Là, On lui demande, par exemple, à l'école, qu'est-ce qu'elle fait ta mère dans la vie? Qu'est-ce qu'elle répond? Ah, j'en sais rien. J'ai pas posé la question. J'ai pas posé la question, mais pour elle, j'écris des livres, je crée des cartes. Je pense elle doit dire ça. J'en sais rien. Je vais pas demander en fait. D'accord. Ouais. C'est marrant, hein, parce que, enfin, tu vois, je te pose la question, mais c'est vrai que j'ai pas posé la question à mes enfants non plus pour leur demander. Mais si on vous dit qu'est-ce qu'elle fait maman, je pense qu'ils diront, bah, elle travaille à la maison, mais en fait, je suis pas sûre qu'ils sachent mettre de mots sur ce que je fais réellement. Mais ça doit quand même être une petite fierté pour elle, non, de voir sa maman faire des livres et des jeux et les vendre et avoir. Je pense pas qu'il y ait forcément de fierté parce qu'en fait, tu as toujours connu ça quelque part parce que j'ai commencé en 2015, mais tu vois, elle avait que 5 ans, donc au niveau des souvenirs, etc. Non, c'est normal. Mais non, mais c'est ça, c'est tout à fait normal. Et puis, elle se met pas en avant forcément. Ninon, elle est pas. Tu vois, par exemple, elle fait du kickboxing, elle est championne de Bretagne. Et elle n'est pas tout le temps. Comment? Faut pas l'embêter. Non, faut pas l'embêter, elle est mignonne, mais faut pas l'embêter. Qui donnerait le bon Dieu sans confession, ces petites blondes aux yeux bleus, toutes mignonnes, tu sais. Voilà. Mais non, mais et elle met pas du tout ça en avant. Hein. Du tout, du tout. J'ai trouvé ça juste génial parce que on a toujours une petite appréhension aussi, tu sais, de l'ego. Tu sais, les enfants, ils peuvent vite aussi prendre de la confiance, mais en fait, elle gère ça nickel. Elle est fière d'elle, par contre, il ne faut pas lui retirer ça. Mais tu vois, si nous, on n'en parle pas, elle n'en parlera pas. C'est chouette. Ouais. Moi, je suis fière voilà, de son attitude et tout. Je trouve ça juste génial, quoi. Ouais. C'est génial. Et du coup, on arrive un petit peu au terme de tout ce qu'on avait à se dire, je pense. Oui. Et du coup, quels sont tes projets pour le futur? Alors, mes projets pour le futur, plein de choses. Là, je viens de terminer un oracle qui s'appelle Mon Autre. Alors, c'est pas un oracle. C'est pas un oracle, j'ai des bêtises. C'est un jeu divinatoire. Et j'en parle pas trop parce que c'est un concept inédit. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme on a l'habitude de tirer les cartes. Il y a des cartes dedans, bien sûr. Mais c'est un jeu, en fait. Voilà, donc je le présenterai. Je le mets en maison d'édition, celui-là. Je ne vais pas l'auto-éditer. Parce que il y a 280 cartes. Ah oui. Voilà. Donc, si vous voulez un jeu à 90 €, si vous voulez. Voilà, non, mais donc je vais essayer de le sortir en maison d'édition. Après, s'il ne sort pas, s'il n'est pas accepté, bah, j'essaierai de le produire moi-même. Je verrai bien. Peut-être que je ferai un financement participatif.
sais, pour essayer d'avoir vraiment une enveloppe pour pouvoir l'imprimer largement. Parce que là, sans tirage ou 200 tirages, ça suffira pas, quoi. Franchement, voilà. Et puis après, là, j'ai des projets de collaboration en tant qu'illustratrice. Donc à venir. Donc pour le moment, pareil, je peux pas trop en parler parce que déjà le projet m'appartient pas. Donc moi, je suis juste l'illustratrice entre guillemets. J'ai un autre jeu que j'ai illustré l'année dernière qui devrait paraître en 2021, mais avec tout ce qui se passe, les chaînes, elles sont repoussées, tu sais, voilà. Donc, j'ai pas plus d'infos pour le moment. Donc là, je suis un peu coincée au niveau, actualité, parce que j'ai pas grand-chose à annoncer. Je vais continuer à développer les accoufanges. J'ai plusieurs thématiques. Alors, c'est marrant parce que j'ai des annonces. C'est-à-dire que des fois, je me réveille et j'ai une idée qui arrive et on me dit, bah ça, tu feras quand le moment sera venu. Donc, en fait, tu sais, ils me mettent des teasers, en fait. Donc, je sais que je vais développer donc le romance. Prochainement, ça va être le romance. Ou là, ça va être donc un guidance, mais spécial pour le sentimental, mais avec des messages. Au départ, je pensais qu'ils allaient me faire un oracle vraiment sentimental. Et en fait, ça a été fait avec mon autre. Finalement, c'est passé à travers mon autre. Et je pense que c'était pour me dégager de ce côté-là, de façon à ce que je puisse vraiment me concentrer sur la guidance. Donc, j'attends de recevoir les messages pour pouvoir me mettre à faire la guidance. Mais je pense qu'il va être encore différent, celui-ci. Donc, pour pouvoir avoir les guidances sentimentales. Et puis, j'en ai un aussi en prévision avec les élémentaux. Donc voilà, avec les élémentaux, mais c'est pareil, je pense qu'ils vont avoir cette tête d'accoufange. Alors, il faut savoir que les accoufanges, c'est l'énergie des Arcturiens. Et les Arcturiens, c'est un peuple, je vais dire ça comme ça, qui est très connecté aux éléments. Ils ont une planète qui est, dans ce qu'il dit, hein, j'ai toujours du mal à parler de ça, mais c'est pas grave, mais qui est assez luxuriante. Et voilà, et ils ont cette connexion avec la nature et avec les élémentaux. Donc voilà, et moi je me sens aussi très proche de cet univers-là. Hein. C'est vrai que voilà, je suis pas très loin de Brocéliande non plus. Je suis qu'à 1 heure de Brocéliande. Voilà, c'est pas pour rien. Je vais juste couper. Je t'en prie. Voilà. J'avais pensé à couper toutes les sonneries, sauf celle de la maison. C'est pas grave. Donc voilà, ouais, ça c'est en prévision aussi. Ça va être des messages donc de la nature. Et je pense que ça va être assez rigolo parce que je pense que les formes, tu sais, c'est un petit peu comme les cartes éléments que tu as dans le jeu Astro. Où vraiment ça prend, on reconnaît en fait la forme de l'accoufange, mais ça prend des formes un peu inattendues, quoi. Et je pense que ça va être tout un travail comme ça. Je pense que je vais beaucoup m'amuser aussi à illustrer ça. Donc, si tu les retrouves, ouais. Donc, je pense que ça va être assez sympa, je pense. On verra bien. Non, mais c'est chouette. Après, c'est sûr que, bon, actuellement, avec la crise, c'est toujours un petit peu compliqué, mais déjà, si tu as matière à faire des choses et que tu as plein d'idées en tête, ça, c'est déjà bien. Ah, c'est pas les idées qui manquent, c'est le temps. Ça prend un temps possible. Là, j'aimerais écrire le Ninette et Séraphin 2, qui est déjà entamé depuis longtemps. Hein. Il est, voilà, je bloque juste sur un truc. C'est qu'à un moment, mes personnages jouent à un jeu, en fait, dans le monde magique. Et il faut que je crée ce jeu parce qu'en fait, c'est un jeu que je pourrais créer ici dans la matière, en fait, après. Et voilà, et je bloque sur ça depuis des années. Et je me dis, bon, c'est pas le moment, c'est tout, c'est pas grave. Et pourtant, j'ai tout le plan en tête, tout est fait. Donc, en fait, vraiment, dès que je vais libérer ce point-là, je sais que tout le reste va venir derrière. Mais il y a toujours une raison à ça, quoi. Il y a toujours une raison. Flamme, je l'avais entamé 5 ans avant de le sortir, facile. Et donc, ça, c'est ma romance spirituelle. Et en fait, quand je l'ai terminé, je me suis dit, c'est normal que je n'ai pas pu le terminer de suite parce que finalement, j'avais besoin d'avoir évolué pour ça. Sinon, je n'aurais pas pu, tu vois. Donc, voilà. Donc, j'ai plein de choses que j'ai envie de faire.
Voilà, il faut juste prendre le temps de le faire. Ça, c'est hyper important. Quand justement, pour tous ceux qui créent, etc., il faut accorder le temps au temps. C'est vous commencez un projet, pas faire trop de datation, en fait, vraiment laisser les choses se poser, ça prend le temps que ça prend. Et il faut vraiment l'accepter tel quel, parce que si on commence à s'imposer, bien sûr, on peut avoir une idée. Maintenant, je sais que je crée en à peu près tant de temps, mais des fois, bah voilà, quand on est bloqué comme ça, bah, on est bien embêté parce que bah là, ça fait des années que je suis bloquée. En plus, j'ai pas le temps forcément de revenir dessus parce que j'ai d'autres choses qui s'enclenchent et ça, c'est pas toujours confortable. Donc, il faut vraiment à un moment se dire bon bah si je fais un projet, je vais jusqu'au bout et c'est tant de temps quoi. Et c'est pas de temps, je veux dire, on met pas de temps dessus, on accorde le temps qu'il faut. C'est aussi important. Voilà. C'est bien. Mais du coup, aujourd'hui, en fait, tu fais de ta passion ton métier. Clairement, tu n'as pas d'autre travail à côté. Non, non, j'avais une boutique là où je pouvais faire des ateliers. Alors, je fais des ateliers intuitifs, mais justement, tu sais, pour reconnaître ce type d'intuition, parce que moi, je mets tout dans la même case, en fait, intuition, au niveau de nos capacités. Parce que c'est comme les types de mémoire, tu sais, effectivement, certains vont développer la mémoire visuelle, etc., donc l'auditive. Et bien là, pareil, on a nos propres perceptions. Et justement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ce qui nous bloque beaucoup, ce sont nos croyances et nos attentes. On attend que les choses se manifestent de telle et telle façon, mais ça, c'est valable dans tout. Hein. Enfin, je veux dire, même sur le plan matériel, on a envie que les choses se passent de telle et telle façon, et finalement, ça bloque tout le reste parce que on n'est pas dans l'accueil, on n'est pas dans l'ouverture et qu'on loupe des opportunités aussi parce qu'on est focalisé sur quelque chose. Donc voilà, en créant ces ateliers, j'allais vraiment chercher chez chaque personne en fait les capacités en utilisant des supports multiples. Et puis finalement, avec tout ce qui se passe, je peux plus faire mes ateliers, donc voilà, donc j'ai fermé boutique parce que si je peux pas recevoir du public, ça sert à rien quoi. Je vais pas aller me mettre dans des frais. Enfin, voilà, c'est un peu ridicule. Donc aujourd'hui, j'essaie de vivre de ma passion. C'est voilà, hein, c'est pas facile tous les jours. des fois ça marche très bien, puis des fois ça marche pas très bien. Donc il faut vraiment s'équilibrer. Mais grosso modo, aujourd'hui, je suis vraiment pas loin voilà de gagner correctement ma vie. Donc voilà. Donc c'est possible. Et envisager peut-être de faire tes ateliers à distance en visio, ce serait pas faisable? Je suis en train de réfléchir à la question parce que si tu veux, il y avait aussi tout un côté artistique, donc du modelage intuitif, des choses comme ça. Donc à moins que les personnes elles aient ce qu'il faut à la maison, tu vois, c'est un peu, faudrait qu'elles achètent le matériel, etc. pour pouvoir faire. Tu faisais un package, c'est-à-dire qu'en fait, tu proposerais ton atelier pour dans un mois et entre-temps, toi, tu envoies une box aux gens avec tout ce dont ils vont avoir besoin pour ton atelier. Et ensuite, ils n'auraient plus qu'à se connecter à la date et à l'heure voulue pour travailler avec toi, en fait. Oui, carrément, ouais. Ça, j'ai pas pensé au système de la box, mais oui, ça peut être envisageable, carrément. S'il n'y a pas de problème de poste, mais il faut vraiment prévoir un laps de temps, quoi. Voilà. Alors, si tu comptes sur la poste, prévois 3 mois. Ah, ça a été horrible, hein, le dernier confinement, ça a été horrible. Donc là, j'essaie de centraliser, tu vois, pour les commandes justement d'Oracle et tout sur mon site. Je centralise, j'envoie tous les vendredis parce que déjà, tu peux pas forcément jour, tout ça, c'est un peu galère. Donc j'essaie vraiment de centraliser, de faire mes envois tous les vendredis, tu vois. Mais là, j'ai pas retesté. Je vais faire des envois vendredi, je vais voir si ça passe bien, j'espère. La poste a l'air de fonctionner, mais moi, je sais que déjà depuis une semaine avant le confinement, en fait, je ne reçois plus mes colis. Voilà, j'attends. Ça me rend dingue. Je descends 3-4 fois la boîte aux lettres pour voir si le facteur peut-être passe plus tard, etc. Mais bref, on verra. Mais c'est vrai, c'est galère. C'est galère d'être dépendant de quelque chose sur lequel on n'a pas. Ouais. Et puis moi, tu sais, je suis à la campagne et j'ai remarqué que c'est pareil, la Poste, ils faisaient ça, c'est-à-dire que pendant 15 jours, j'avais pas de courrier et d'un coup, boum, tout arrivait, tu sais, ils devaient centraliser aussi, puis pour faire une tournée tous les 15 jours, tu vois, donc c'est pas terrible, quoi. Ouais. Mais bon, après, chacun s'organise comme il peut aussi, quoi, hein, donc Tout à fait. ouais.
Mais bon, Bon, ben, ça c'est fait bien. partie du jeu. C'est bien, c'est bien. Non, mais je pense que ce confinement, ça va aider beaucoup de personnes à se remettre en question déjà et à faire évoluer les choses. Et peut-être que voilà, ça sera une façon pour toi finalement d'atteindre plus de monde. Peut-être si tu organises tes ateliers différemment, parce que finalement, là, il faut que les gens se déplacent. Donc, c'est des gens Ouais. qui sont plus ou moins de la région. Là, tu vas pouvoir atteindre des gens de toute la France, peut-être même d'ailleurs, de Belgique, de Suisse. Je suppose que tu as des fans dans tout un tas de pays, peut-être au Canada, etc. Bon, c'est sûr que pour envoyer des box, après, c'est un peu compliqué. Bah, c'est ça, même les jeux de cartes, hein, Canada, tu vois, ils ont quasiment autant de frais de port que de jeux. Alors, il faut vraiment qu'ils flashent dessus, voilà. Donc, je vais voir après ce qui pourrait être intéressant, c'est de trouver des points de vente au Canada. Et, tu sais, d'envoyer un stock là-bas et que eux, ils gèrent après le stock, quoi. Mais pour ça, il faut quand même avoir des bons contacts et tout, ça se fait pas comme ça, quoi. Donc j'ai ça, puis j'ai projet aussi de faire des traductions des accoufanges et tout, d'exporter Oui, ça, outre-Atlantique. Ouais, voilà, j'aimerais bien parce que déjà parce qu'eux sont beaucoup plus ouverts à ce genre d'énergie. Parce que c'est vrai que les accoufanges rebutent aussi pas mal de personnes dans les énergies et le fait que ce soit justement cette petite forme d'extraterrestre, etc. Alors qu'on sait qu'aux États-Unis, ils sont quand même vachement friands de tout ça. Donc je me dis peut-être que là-bas, il aurait aussi sa chance. Donc pourquoi pas, quoi, à tenter. Je sais pas. bien sûr, bien sûr. Bah, tout est possible, mais je pense que Voilà. oui, il rencontrerait sûrement son public dans d'autres pays, ne serait-ce que déjà en Angleterre, dans les pays anglo-saxons européens. Je pense il y a matière déjà à faire des choses sympas. Ouais, carrément. Donc voilà, donc j'ai tout ça en prévision. Donc en gros, j'ai du pain sur la planche. J'ai pas de quoi m'ennuyer pendant le confinement. Voilà, non mais vraiment, je le prends dans le sens où là, je suis en train de me recentrer vraiment sur la création. Parce que c'est vrai que bah, on reste des petites entreprises. Et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que quand ils reçoivent le jeu chez eux, bah, il y a eu la création artistique, il y a donc tout ce qu'on traite, tout le travail de recherche pour les imprimeurs, etc. Savoir pour les supports, il y a un moment, le précédent, il était dans une boîte métallique, etc. Là, le support était plus petit, donc ça aurait fait un peu ridicule. Donc c'est pour ça que je suis revenue aux pochons. Mais là, les pochons de qualité, de traiter ça. Après, on traite les commandes, on traite toutes les questions que les gens ont et on voit par mail. Enfin, c'est beaucoup de travail en fait. Les gens ne se rendent pas compte, mais j'ai pas une entreprise de 10 personnes quoi. Donc voilà. Donc c'est moi qui gère tout. Donc j'ai eu une amie qui est venue m'aider pendant quelques mois là. Donc ça m'a délesté de pas mal de choses. Mais là aujourd'hui, bah, je suis de nouveau toute seule. Et donc, quand les gens reçoivent leur petit colis, bah, c'est moi qui l'ai préparé. Là, on peut dire vraiment de A à Z. Il y a juste moi qui n'ai pas fait la pression, mais le reste, voilà. Donc, Non, non, mais c'est vrai que non, mais c'est bien que tu nous expliques ça parce que c'est vrai que les gens n'ont pas la mesure. Moi, la première, j'avais pas tellement la mesure de tout ça, mais c'est vrai que j'ai suivi le développement du jeu de mon amie Asia et je me suis rendu compte que c'était un sacré travail. Et, euh, et puis, il y a une part en plus que beaucoup négligent, c'est le fait de se mettre à son compte. C'est toute une aventure. Euh, et puis, c'est nécessaire. On ne peut pas sortir un jeu comme ça et pas déclarer ses revenus et pas déclarer tout ça parce que voilà, ça se fait pas. aujourd'hui, Et on va fleurir beaucoup excuse-moi, on va fleurir beaucoup de jeux en ce moment, je sais pas, parce que c'est Noël, je sais pas qui sortent. Et je suis pas sûre que tout soit fait dans les règles de l'art, si je peux dire ça comme ça, parce que ça demande vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Moi, je vois mon amie, elle a travaillé ses cartes beaucoup par informatique. C'est beaucoup des visuels qu'elle a trouvés, mais il a fallu qu'elle achète tous les visuels. Parce qu'on ne peut pas utiliser des visuels qu'on a trouvés sur Internet, même si c'est retravaillé, même si les couleurs ont été changées, on ne peut pas utiliser comme ça des photos. Donc, il faut acheter les supports, il faut acheter les licences. Toi, tu as créé ton livre en plus qui va avec les accoufanges qu'on peut donc acheter sur Amazon. Donc, c'est vraiment le livre qui est dédié au jeu. Il faut
il faut faire des copyrights, tout ça, ça se paye, tout ça, c'est vraiment quelque chose c'est une grosse aventure quand même. Créer un oracle, c'est... Aujourd'hui, je fais de l'accompagnement justement à la création pour que les personnes justement aussi puissent être dans les règles. Donc, je regarde si les visuels ils sont OK. J'encourage toujours les gens à créer par eux-mêmes, même si le dessin n'est pas terrible. Quand on voit les accouphanges, c'est pas du dessin compliqué, d'accord? C'est du travail, mais c'est pas du dessin compliqué. On n'est pas obligé de faire compliqué pour faire joli. Moi, c'est ce que ça m'a appris, les accouphanges, justement. Qu'on peut faire des choses très parlantes, etc., sans être vraiment dans de l'illustration, voilà. Et j'encourage toujours les gens à faire par eux-mêmes. Là, j'ai accompagné quelqu'un là sur un oracle et elle a été tellement fière d'elle. Elle me dit, mais je ne pensais pas que j'étais capable de faire ça. Et au final, elle me dit, voilà, elle s'est découvert quelque chose et voilà, et ça fait vraiment plaisir. Faire par soi-même, c'est pas facile, mais alors, niveau satisfaction, c'est le top, quoi. Et donc, j'encourage ça. Et puis après, moi, j'ai vraiment toutes les chaînes. Déjà parce que j'ai fait des bouquins. Donc, moi, je sais faire tout ce qui est mise en page des bouquins, etc. Donc, ça, j'ai appris à faire les... Je faisais tout. Pareil, je suis en auto-édition, donc je prépare tous les fichiers. Je suis graphiste aussi. Donc, je dessine. C'est moi qui conçois la carte, qui prépare les fichiers pour l'impression. C'est-à-dire que on ne paye pas une surtaxe au niveau de l'imprimeur parce que l'imprimeur va devoir réadapter tous les supports. Parce que déjà, des gens envoient des images comme ça, mais il y a énormément de paramètres. Là, par exemple, le mode de l'image. Quand on fait de l'image web, par exemple, c'est du RVB, et puis on doit passer en quadricolore, donc en CMJN. Quand on fait, voilà, tu vois, plein de trucs comme ça, hyper techniques. Il vaut mieux prévoir les bords de coupe, justement connaître la qualité des papiers, tester les différents vernis. Donc moi j'ai fait du brillant, j'ai fait du mat, là c'est du satiné, mais avec mon imprimeur on a dû chercher pour savoir ce qui allait tenir le plus longtemps, ce qui avait le meilleur rendu. Au niveau des formes aussi, il faut savoir que quand on crée une forme de carte, on paye une coupe. Donc après, plus on va garder cette coupe, moins on paiera cher, parce qu'à chaque fois, par exemple, pour créer un outil de coupe, je ne sais pas, ça va peut-être coûter 200 € déjà de base. Donc si après, on crée un autre jeu, mais qu'on ne crée pas avec les mêmes dimensions, on doit recréer un outil de coupe et ainsi de suite. Donc après, c'est de réfléchir à tout ça pour baisser les coûts de production. Enfin, il y a énormément, enfin, je veux dire, ça reste un métier presque à part entière. Donc moi, là, depuis que je sors ces jeux, forcément, j'ai de l'expérience et ça me permet aussi d'accompagner les gens dans leur création. Justement, parler de l'ISBN, du fait de quand on fait un bouquin, il faut impérativement avoir un ISBN déclaré à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France. Il y a énormément de choses. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des jeux qui sortent comme ça, qui ne respectent pas les copyrights. Et je me dis, un jour, si une personne comme ça est prise, par exemple, pour l'exemple, par une grosse entreprise, ça va faire très, très mal, quoi. C'est vraiment des risques énormes, en fait, hein, pour ces personnes-là, en individuel. Hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment réflexion et je peux accompagner une personne aussi bien dans le conseil général que sur des problèmes techniques, que sur, tu vois, voilà, je peux aussi aider là-dessus, je le fais volontiers. J'estime qu'il n'y a pas de concurrence. Enfin, ça, hein, voilà, on voit bien que les accouphanges, ils ressemblent à rien d'autre. Hein, donc, et c'est pour ça, l'important, c'est que ça parte de soi. À partir, ce qu'on exprime, c'est ce qu'on est, et c'est pas le savoir-faire, parce que deux coiffeurs, ils peuvent avoir la même formation exactement. Il y a quelque chose qui va faire qu'on va aller chez l'un, pas chez l'autre, quoi. Je veux dire, deux exactement la même chose. On va être attiré par l'un et pas par l'autre, parce qu'il va correspondre à nos vibrations, parce qu'il va avoir un vécu similaire, parce que pour plein de raisons. Donc, dans les jeux de cartes, on sent de la compétition, mais comment dire? Est-ce que tous les auteurs, si on prend juste l'univers du livre, est-ce que tous les auteurs sont en compétition?
Est-ce que non, je suis désolée, des fois on a envie de lire tel auteur, le lendemain on va vouloir lire celui-là. Enfin, il n'y a pas de compétition en fait. On va vers quelque chose qui nous correspond. Donc voilà, tout ça, enfin voilà, j'essaie aussi de l'inculquer que à partir du moment où on est dans sa vibration, on va attirer les personnes qu'il faut. Point barre en fait. Donc voilà, tout ça c'est des valeurs qui sont importantes pour moi. J'estime que quand on est dans l'expression de soi, il n'y a pas de concurrence. Voilà. Tout à fait. Et puis, on a, dans le milieu de la cartomancie, on a beaucoup de collectionneurs. Donc, ça les dérange pas d'avoir plein de jeux différents. Voilà, c'est pas comme une cafetière où une fois qu'on en a une, ben, on n'en achète pas 36 parce qu'on collectionne pas les cafetières. Quoi. Les jeux, c'est tellement différent. Et puis, moi, je vois, je pense que tu me contrediras pas, mais je dois avoir peut-être 30 jeux ou j'en sais rien. Et tous ont une place dans des consultations, dans des guidances, etc. Parce que chacun a sa valeur ajoutée et chacun a son message, son énergie. Donc, non, il n'y a pas de concurrence dans ce milieu-là. Tu l'adaptes à ton consultant. Moi, je sais que parfois, il y a des jeux que je n'ai pas sortis depuis des semaines. Bon, ça m'arrive, je fais beaucoup moins de guidance, j'en fais vraiment à la demande, mais j'ai pas beaucoup de consultations. Je dois en faire, si j'en fais 3 par mois, c'est tout, tu vois. Je suis pas, voilà. Mais quand on me le demande, après, je le ressens en fait. Si la personne elle a vraiment besoin, je lui fais. Si c'est quelque chose de classique, je vais la rediriger vers une amie qui va faire aussi bien, quoi. Voilà. C'est particulier et souvent c'est des profils en fait qui reviennent vers moi et c'est pas anodin, tu vois. Mais effectivement, il y a des jeux que je vais pas utiliser pendant des mois et puis pour cette personne-là, je dis tiens, je le sortirai bien, tu vois. Enfin, c'est ça. Et moi, j'ai beaucoup de mal. Alors, je sais que l'achat d'occasion, tout ça, c'est à la mode. Hein, le troc, on échange des jeux, voilà tout ça. Et moi, j'ai beaucoup de mal en fait. Moi, à partir du moment où j'ai choisi un jeu qu'il est dans ma collection avec mes énergies, c'est vrai que faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui passe au final pour que je puisse m'en débarrasser. Et encore, je vais facilement les donner à quelqu'un qui sera intéressé plutôt que de faire un échange, tu vois, ou de le vendre. Mais ouais, j'ai du mal avec ça. Mais après, il n'y a pas de jugement. Hein. Chacun fait comme il veut, puis chacun fait avec son portefeuille aussi. Je veux dire, c'est les jeux, ça coûte cher. C'est sûr que quand on peut avoir un jeu qui est en bon état et beaucoup moins cher, je comprends tout à fait la démarche. Mais c'est vrai que quand j'achète un jeu, je l'achète en conscience aussi. C'est pas un produit de consommation. Donc, bah, forcément, derrière, j'ai du mal à m'en débarrasser. Ça paraît logique, quoi. Ouais. Bah écoute, c'est super. Je pense qu'on va arriver au terme. De toute façon, moi, il va falloir que j'aille chercher les enfants. Moi, il ne faut pas oublier que j'habite à Marseille et qu'à Marseille, les grèves sont légion, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, il n'y a pas cantine. Ah oui. Je ne sais même pas quelle heure il est, je n'ai pas regardé. Et en tout cas, je tenais à te remercier de ce temps que tu m'as accordé et que tu accordes du coup à ma communauté, tous mes abonnés qui vont regarder. Sachez tous que sous cette vidéo, il y aura en barre d'infos toutes les informations concernant les accouphanges et Delphes et tous les liens sur lesquels vous allez pouvoir retrouver ces jeux, ces livres, etc., son site internet, si vous décidez d'acquérir un de ces jeux ou si vous voulez peut-être lui écrire pour lui poser des questions, voilà, parce qu'elle nous a parlé de plein de choses et puis c'est une femme qui a une grande expérience dans beaucoup de domaines, donc je pense que voilà, vous trouverez sûrement votre bonheur en discutant avec elle. Elle aura sûrement beaucoup de réponses à vous apporter, beaucoup de clairvoyance justement pour vous éclairer, vous aiguiller. Donc voilà, tout sera en dessous. Je te laisse le mot de la fin. Voilà, si tu as quelque chose à dire, à vouloir faire passer, bah, tu peux y aller, c'est maintenant. À moi. Je te remercie beaucoup déjà. Merci pour cette belle interview. J'ai passé un excellent moment en tout cas. Voilà, je te remercie pour tes reviews. J'ai en tout cas des accouplements. Voilà, c'est toujours sympa de voir les points de vue des gens et comment ils peuvent les présenter. Voilà, c'est très précieux. Et puis, mon mot de la fin, juste cultiver qui vous êtes. C'est vraiment mon message, cultiver. C'est à portée de tout le monde. Il faut savoir que je ne suis pas une dingue du dessin. J'ai pas, voilà, c'est vraiment cet état de connexion et de connexion avec moi-même, de connexion avec mes guides, avec la source, avec qui vous voulez, peu importe les croyances, qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de me dépasser. Et puis, comme je le disais, n'abandonnez pas. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Si ça vous fait vibrer, c'est que c'est votre place. Voilà.
Merci pour ce beau message. Merci. Je te souhaite une belle journée. Je vous souhaite à tous une belle journée et à bientôt. Oui, à bientôt. À très vite. Ciao, ciao. Ciao.